Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par Nexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé sur la gestion des risques en banque, finance, assurance. Je suis Areski Cousin, en charge du suivi des travaux du pôle R&D. Je suis heureux d'animer ce matin ce webinaire sur la robustesse et l'interprétabilité des modèles d'intelligence artificielle. Alors, l'adoption des modèles d'intelligence artificielle s'est accélérée ces dernières années, en particulier dans les secteurs de la banque et de l'assurance, où l'analyse des données est un des principaux outils de travail. Ces techniques sont devenues incontournables pour automatiser des processus de décision, améliorer la relation clientèle, la gestion des risques ou la détection de fraude. Ces systèmes, à cause de leur structure complexe, sont souvent perçus comme des boîtes noires. Cette complexité vient de leur architecture, du nombre de paramètres utilisés et de l'interdépendance, hein, voire de l'interconnexion entre les variables d'entrée. Cette opacité pose des défis majeurs, surtout lorsque la prise de décision qui en résulte est critique ou peut avoir de graves conséquences. Alors, vous avez sans doute entendu parler du projet de réglementation européenne sur l'usage de l'IA, l'IA Act, hein, dont une version commune a été approuvée en décembre dernier par le Parlement européen. Donc, ce projet repose sur une classification des systèmes d'intelligence artificielle suivant leur niveau de risque. Le futur règlement insiste sur la catégorie des systèmes à haut risque, entraînant de potentiels préjudices pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Alors, même si ces discussions sont en cours, les systèmes d'octroi de crédit et d'assurabilité de certains risques utilisés par les banques et assureurs pourront être concernés, car ils peuvent altérer l'accès à des services privés essentiels. Alors, pour ces systèmes, il sera nécessaire de réaliser une analyse de risque approfondie avant leur exploitation et mise sur le marché. Par ailleurs, une obligation de fiabilité et de transparence sera mise en place. Alors, dans ce webinaire, nous nous intéressons à la question de la robustesse et de l'interprétabilité des modèles boîte noire ou des modèles d'IA à haut risque. Nous verrons qu'il existe un formalisme général qui permet d'unifier l'analyse de sensibilité, qui est plutôt utilisé dans l'industrie pour quantifier l'incertitude, étudier la fiabilité et la robustesse des systèmes, et l'IA interprétable, ou XIA, plutôt utilisé dans le domaine de la data science et du machine learning pour l'interprétabilité des modèles d'IA. Nous montrerons en particulier comment étudier la robustesse des modèles face à des perturbations sur les entrées du modèle, comment quantifier l'influence des features sur la sortie en situation de dépendance entre les entrées, quelles sont les limites des méthodes d'interprétabilité post-hoc, comme l'approche SHAP, basée sur les Shapley Values, et quelle alternative proposer pour répondre à ces limites. Alors pour répondre à ces questions, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marwan Idrissi, doctorant CIFRE en partenariat avec l'Institut de mathématiques de Toulouse et EDF R&D. Marwan a consacré une partie de sa thèse à ces questions. Je te remercie chaleureusement, Marwan, d'avoir accepté notre invitation. Je serai également accompagné d'Ernesto Lopez, responsable du programme de recherche R&D Data chez Nexialog. Alors, le webinaire sera découpé en deux temps. Dans un premier temps, donc Marwan présentera son travail sur la robustesse et l'interprétabilité des modèles d'IA et sur 35 minutes environ. Et puis, nous poserons des questions à Marwan. Donc, préparez quelques questions et puis on vous laissera également la parole pour lui poser des questions. Voilà, sans plus attendre, je te laisse la main, Marwan, sur la suite de l'exposé. Super. Merci beaucoup, Areski. Merci beaucoup pour cette invitation, hein. C'est vraiment un plaisir de pouvoir présenter mes travaux de thèse, de vous présenter mes travaux de thèse. Et alors oui, bon, c'est Marwan El Idrissi, je suis en dernière année de thèse entre EDF R&D et l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et je fais aussi partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Sinclair. Et moi, comment dire, les principales applications de ma thèse, elles sont à visée industrielle. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse dans la thèse en tout cas, ça va être d'essayer de quantifier des risques industriels. Et c'est ce que je vais appeler pour des systèmes critiques, pour des choses dont on doit vraiment s'assurer de leur sûreté en particulier.
Et du coup, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse. Donc, j'ai essayé de faire simple, hein. Ma thèse, elle est très méthodologique. Il y a énormément de mathématiques à l'intérieur, mais j'ai essayé de vulgariser tout ça pour vous faire passer un peu les messages essentiels de ce qu'on a appris et de ce qu'on a développé. Donc, c'est un travail qui a été mené avec mes encadrants. Donc, du côté EDF, qui sont Nicolas Bousquet et Bertrand Yoss, et du côté académique, qui sont Fabrice Gamboa et Jean-Michel Loubès. Et du coup, donc le titre principal, on va parler de robustesse et d'interprétabilité de modèles boîte noire, et tout ça dans le but de pouvoir utiliser des IA pour les systèmes critiques. Donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les algorithmes d'IA ne sont pas déjà largement intégrés dans les systèmes critiques? Je vous ai mis quelques exemples de systèmes critiques, donc en particulier pour EDF, ça va être des barrages hydroélectriques ou alors une centrale nucléaire, mais ça peut aussi être une voiture, un avion, un train ou alors quelque chose qui risque d'un peu plus intéresser Nexialog, ça sera un marché financier ou alors un système judiciaire ou même un corps humain. Et la raison principale de pourquoi est-ce que ces algorithmes d'IA ne sont pas utilisés, c'est que dans ces cas-là particuliers, la prise de décision, elle doit être justifiable et justifiée. Or, dès qu'on s'intéresse à des algos de deep learning, par exemple, très souvent, ils sont justifiés de manière empirique, c'est-à-dire, on va dire, c'est state of the art, parce que sur certains benchmarks, eh ben, ça va super bien marcher. Sauf que ces arguments empiriques-là, en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient peu de poids auprès des autorités de sûreté et des autorités de contrôle, en fait. Et tout ça malgré la plus-value évidente que l'apprentissage automatique, la régression, le deep learning peut offrir sur énormément de use cases. Donc j'ai un peu fait mes devoirs en essayant de lister quelques use cases dans le domaine de l'actuariat, de la banque et de la finance. Mais j'ai essayé de faire mes devoirs, mais si je dis des bêtises, hein, je laisserai Areski me corriger. Mais la plus-value de l'IA, elle peut se retrouver, par exemple, dans essayer de modéliser finement les risques de crédit pour, par exemple, optimiser le provisionnement bancaire. Ou alors appréhender les effets du changement climatique sur les primes d'assurance. Ou encore essayer de mieux repérer les fraudes et le financement terroriste, en fait, sur un marché. Mais sauf que prendre des décisions, laisser une IA décider si jamais, pour modéliser simplement ces risques-là, c'est quelque chose qui doit être régulé et contrôlé. Donc j'ai pris, il y a l'EBA, l'Autorité des marchés financiers, et aussi l'ACPR, il me semble, dans ce domaine-là, qui ont pour but de protéger, par exemple, sur un point de vue éthique. J'ai en tête le crédit d'octroi, par exemple, où il y a enfin l'octroi de crédit, il semble, certaines variables qui sont protégées. On ne peut pas se baser, par exemple, sur l'ethnie ou sur l'âge pour octroyer ou non un crédit. Ou la transparence de l'information et aussi pour la stabilité des marchés financiers aussi, réussir à aller sur des gros acteurs, par exemple. Vous pouvez, par exemple, si par exemple un gros acteur cherche à acheter des actions sur un marché, qu'il le fait de bonne foi sans essayer de dévier le marché en faisant monter ou baisser le prix d'une action, par exemple. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que on peut justifier une prise de décision qui est soutenue par des modèles boîte noire? Et dans modèle boîte noire, j'inclus l'IA. Mais quand je vais parler de modèle boîte noire, en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est surtout une prise de position par rapport méthodologique, hein, par rapport à comment est-ce qu'on va traiter ces modèles-là. Alors, il y a deux littératures, comme l'a dit Areski. La première, ça va être l'intelligence artificielle explicable, l'XAI, qui est assez récente, hein, et qui cherche à se poser des questions sur comment justifier en fait la prise de décision. Et alors, elle s'inscrit un peu dans l'historique de la littérature en machine learning et en deep learning avec une vision très computer science. Et il y a énormément de méthodes qui ont été proposées, comme par exemple LIME et SHAP, des méthodes d'explicabilité, mais ces méthodes-là, elles restent principalement justifiées empiriquement. Et ça pose un problème parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les autorités de sûreté, elles réagissent pas très bien par rapport à ce genre d'argumentaire. Mais de l'autre côté, donc là, c'est au niveau, alors, une littérature un peu différente, qui est un peu plus vieille, qui est la quantification des incertitudes et en particulier l'analyse de sensibilité en milieu industriel pour la gestion des risques industriels. Et l'analyse de sensibilité en particulier, ça a pour but la compréhension de modèles boîte noire. Et alors, quand je parle de modèle boîte noire, il faut le voir d'un point de vue très générique, c'est-à-dire que le modèle
il doit pas forcément être très compliqué ou incompréhensible. C'est simplement que je vais pas chercher à rentrer à l'intérieur. Une analogie un autre terme, ce serait dire que c'est des méthodes qui sont plutôt modèle agnostiques, agnostiques au modèle, en fait, en soi. Et du coup, l'analyse de sensibilité, en fait, ça se repose sur un très fort formalisme mathématique, où les arguments qu'on va amener pour pouvoir dire des choses sur ces modèles boîte noire sans forcément rentrer dedans, elle repose sur un cadre mathématique clair et bien posé avec des garanties théoriques. En gros, on maîtrise ce qu'on dit et c'est pas seulement justifié empiriquement. Et du coup, pendant ma thèse, la position qu'on a prise, c'était de transposer ce formalisme mathématique de l'analyse de sensibilité, mais de l'appliquer aux problématiques de compréhension des IA. Et en essayant de construire des méthodes qui s'inscrivent dans la théorie et qui sont, justifiées aussi théoriquement. Comme ça, je vais pouvoir apporter un argumentaire à mon autorité de contrôle préférée en disant: «Bah oui, en fait, j'utilise cette méthode-là, c'est pas parce que ça me fait plaisir ou que ça marche bien, c'est parce que théoriquement, il y a que celle-là qui ait du sens», par exemple. Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'inspire de l'analyse de sensibilité? C'est parce que dans l'histoire, on a vu un parallèle. C'était, à l'arrivée je vais vous faire un très gros raccourci, hein, mais des modèles numériques qui ont permis de simuler plutôt des phénomènes physiques. Donc il se trouvait qu'avec, avec comment dire? L'augmentation de l'ambition des acteurs industriels, ça devenait de plus en plus compliqué de faire des tests, en fait, de faire des manipulations, surtout quand il s'agit, par exemple, de centrales nucléaires et cetera. C'est des choses qui sont extrêmement coûteuses et du coup, la réaction qu'il y a eu face à ça, c'est de prendre énormément de physiciens très intelligents, de leur faire écrire la physique sous-jacente à ce qui se passait vraiment physiquement et d'en faire des gros codes de calcul. Mais ces codes de calcul, ils sont devenus tellement complexes, en fait, qu'ils commençaient à être considérés comme des boîtes noires, alors qu'ils ne le sont pas. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que de la physique et tout est bien contrôlé. Et aujourd'hui, donc ces modèles de simulation, qui sont considérés comme des boîtes noires, servent d'appui pour la prise de décision sur des systèmes critiques, comme par exemple des dossiers de sûreté, de la prévision de profitabilité ou même la construction de jumeaux numériques. Du coup, on a envie de s'inspirer de ce succès-là pour le faire, pour, l'appliquer, aux problématiques d'IA. Et donc mon sujet de thèse, littéralement, c'est le développement de méthodes d'interprétabilité en apprentissage automatique pour la certification des intelligences artificielles reliées au système critique. Et du coup, pendant ma thèse, on a eu 3 grands chantiers. Donc le premier, je vais pas vraiment vous le présenter, mais en gros, ça a été essayé d'avoir une vision unificatrice, un formalisme mathématique très général de ce qu'on va appeler l'interprétabilité des modèles boîte noire. C'est très mathématique, hein. Hem et ensuite, il y a 2 questions auxquelles on va, dont on va parler, aujourd'hui, qui sont tout d'abord ce que je vais appeler la robustesse des IA face aux perturbations. Et la grande question, c'est comment est-ce que va se comporter un modèle boîte noire face à des perturbations sur ses entrées? Comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Et la deuxième question, ce sera la quantification d'influence en situation d'entrée dépendante. Et ça, on en parlera, un peu plus tard. Donc on va commencer directement sur la robustesse aux perturbations et la grande question, c'est étant donné des perturbations sur les entrées d'un modèle, quel que soit le modèle, comment celui-ci va-t-il se comporter? Et alors, on va commencer par prendre un exemple. C'est un exemple très industriel, mais, il est pas très compliqué, mais il est assez intéressant. Donc on va dire qu'on a à disposition un certain modèle, ça peut être un modèle appris, un modèle d'IA ou pas du tout, ou un modèle physique en fait, qui permet de prédire le niveau d'eau d'une rivière. Et il y a une de ces entrées de ce modèle-là, qui est alors le coefficient de Strickler, que je vais appeler KS, qui représente en fait le degré de rugosité du fond de la rivière. Donc on peut imaginer une rivière avec un fond, en béton par exemple, donc le fond est très lisse, ou alors une rivière avec énormément de végétation, avec des rochers, donc le fond est beaucoup plus rugueux en fait. Et ça va impacter le niveau d'eau de la rivière à un certain endroit. Et alors sur une rivière en particulier qu'on étudie, on sait que, ce coefficient, il va varier entre 2 valeurs, 20 et 50, on va dire. Et on le sait parce qu'on a fait, soit des études préliminaires, soit c'est à dire d'experts ou par de la calibration. Or, par exemple, dû au changement climatique, on sait que, ce fond de la rivière, il risque de changer, notre incertitude va augmenter et on suspecte que la plage de valeurs dans laquelle ce coefficient va varier va peut-être être plus grande.
Et la question, c'est quel va être l'impact de cette perturbation, de l'augmentation de notre incertitude sur cette variable-là, sur les prédictions du niveau de l'eau? Alors ça se formalise très bien et c'est ça se formalise même comme un problème d'optimisation, en fait, un problème d'optimisation entre distributions. Alors, je vais me donner X qui va être mon entrée initiale, ça peut être par exemple mon coefficient qui va suivre une certaine distribution P. Et ce qu'on va faire, c'est chercher une distribution Q qui va être la plus proche de P, selon une certaine distance qu'il va falloir choisir, mais sous une contrainte. Et cette contrainte-là, ça va par exemple être que bah, la plage de valeur, le support de la distribution va être plus grand. Et l'idée générale, c'est que si on a accès à ce Q, ben on va pouvoir construire des entrées perturbées que je vais noter x tilde, et ensuite on peut très facilement répondre à la question en étudiant les différences entre g de x et g de x tilde. Par exemple, une différence de moyenne, une différence de variance, une différence de minimum, de maximum. Et donc du coup, une autre question, c'est ben, comment est-ce que je peux construire mes contraintes? À quoi ça peut servir de mettre mes contraintes ici, là, dans mon problème d'optimisation? Et alors, il y a 3 grands buts qu'on a identifiés. Le premier, ça peut être un but prospectif pour essayer d'anticiper les changements, comme par exemple le changement climatique. Un autre but, ça peut être inspectif ou exploratoire, c'est-à-dire regarder sur un modèle d'IA en sortant un peu de la distribution initiale, ce qui va se passer. Donc on va avoir une meilleure idée de la capacité de généralisation d'un modèle. Ou alors pour carrément injecter de la connaissance experte. C'est-à-dire que si on a un expert qui nous dit que la température moyenne est de 30, mais sur nos données, on se rend compte que bah, c'est pas vraiment 30, et ben on peut trouver la distribution qui sera la plus proche, mais qui va respecter vraiment cette connaissance experte. On manipule vraiment les données d'entrée. Et alors, on s'est inspiré de quelque chose qui existe hein, dans la littérature, qui s'appelle les PLI, pour les Perturbed Low Indices, qui ont été introduits en 2015 dans la littérature d'analyse de sensibilité, et en 2020, ça a été repris pour l'XAI, où le choix de discrépance, le choix de distance entre distributions, c'était la divergence de Kullback-Leibler, et le type de contrainte, c'était des contraintes sur les moments généralisés. Donc on pouvait contraindre la moyenne ou la variance de notre distribution, de notre entrée en fait. Et pourquoi est-ce qu'on s'est inspiré de ça? C'est parce que cette méthode-là a été utilisée avec succès lors d'études de sûreté pour la quantification des marges en situation accidentelle qui a été remis à l'autorité de sûreté nucléaire. Et nous, ce qu'on a étudié, c'est un autre choix de discrépance, donc en utilisant la distance de Wasserstein qui vient du transport optimal. Et le type de contrainte, ça va être des contraintes sur les quantiles et plus vraiment sur les moments généralisés. Alors pourquoi la distance de Wasserstein? Parce que c'est une métrique qui est assez intuitive en fait. Avec le transport optimal, on sait que c'est déplacer des petits tas de sable. Donc ça se comprend bien en fait d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue métier. Et ça permet aussi, d'un point de vue technique, de comparer un plus grand ensemble de mesures de probabilité les unes avec les autres. C'est beaucoup moins restrictif en fait que la divergence de Kullback-Leibler. Et en plus de ça, ça permet de produire de nouvelles observations perturbées à partir d'observations initiales qui ne le sont pas, ce que nous permettait pas de faire la méthode précédente. Et aussi, ça nous permet également de conserver la structure de dépendance des entrées. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de séparer en fait la perturbation en disant c'est un peu comme du toute chose égale par ailleurs, je ne touche pas à la structure de dépendance entre mes entrées, je vais simplement perturber les marginales en fait. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au quintile? Bah, parce que ça existe toujours déjà, donc d'un point de vue théorique, c'est génial. Ça permet aussi de contrôler le support et si on revient à l'exemple, c'est ce qu'on va essayer de faire après. Et les quantiles ont très souvent un sens pratique, quel que soit le métier. J'ai mis, une value at risk, c'est tout simplement un quantile, donc ça a un sens, c'est beaucoup plus parlant que de prendre, un moment généralisé qui peut être très compliqué et pas très bien compris par le métier ensuite. Et tout ça en s'inspirant donc du cadre théorique et méthodologique solide qui a réussi à convaincre une autorité de sûreté. Donc, l'illustration de tout à l'heure, eh ben, on va l'étudier en fait. Parce qu'on a à notre disposition un certain modèle physique, donc qui est relativement simplifié, qui est pas du tout compliqué, hein. On a 6 variables, je crois, dont notre fameux coefficient de Strickler qui contrôle la rugosité. Et
Ça nous permet de calculer le niveau d'eau dans une rivière. Donc, on a un petit schéma là. Et on voit ici qu'on a une certaine structure probabiliste sur nos entrées et que le coefficient de Strickler, bah, il suit une loi gaussienne tronquée entre 20 et 50. Et du coup, ce qu'on se propose de faire, c'est de se dire, bah, on va aller perturber ce coefficient de rugosité, on va aller perturber son support. Et la grosse question prospective, c'est si le support de KS augmente ou même diminue, comment est-ce que notre modèle, donc ce modèle-là, hein, va se comporter? Et la stratégie, ça va être perturber son support. Et on va faire ça en utilisant un certain coefficient d'intensité. Donc je vais noter θ. Quand θ est égal à 0, je modifie pas le support, donc il n'y a pas de perturbation. Quand θ est égal à -1, je vais diminuer la largeur du support par 2. Et quand θ égale à 1, je vais l'augmenter par 2. Donc c'est un proxy de la quantité, le θ là, de la quantité d'incertitude. Si jamais, c'est égal à -1, je suis très sûr en fait, ça varie, sur une plage qui est beaucoup plus restreinte, alors que si c'est égal à 1, la plage est beaucoup plus grande. Et là, on a les résultats sur notre modèle numérique, où on se rend compte, donc là c'est ploté en fonction de θ, hein. Ici, en orange, vous avez la valeur moyenne. Donc vous imaginez, on fait énormément de simulations, on les a perturbées, on a calculé la moyenne et les traits pointillés, ça va être la valeur initiale, sans perturbation. Donc on se rend compte que ça a pas beaucoup d'effet sur la moyenne. En rouge, ça va être plus ou moins l'écart type et ça la perturbation n'a pas beaucoup d'effet non plus sur l'écart type. Et ensuite, en vert, ici, vous allez avoir l'intervalle de confiance à 95%. Donc, c'est 95% des observations sont à l'intérieur de cet intervalle-là. Et on se rend compte que ça n'a pas non plus beaucoup d'effet sur l'intervalle à 95%. Mais en bleu au-dessus, ça va être la valeur maximum. Et en fait, on va se rendre compte que augmenter la plage de valeur que peut prendre ce coefficient de rugosité, ça va avoir un effet. Mais ça va avoir un effet d'événement rare, où il y a, dans certains cas, la valeur maximum du niveau de l'eau qui va augmenter drastiquement. Mais pas la valeur minimum, que le maximum. Du coup, on se rend compte de ça et on se dit: «Ah bah, c'est assez intéressant». Et alors ce qu'on peut faire, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une métamodélisation. En disant, par exemple, j'ai envie de remplacer mon modèle numérique que je connais par un modèle d'IA. Et en particulier, j'ai pris la boîte noire par excellence, un réseau de neurones à 3 couches, hem et je l'ai entraîné sur 500 000 points de données non perturbés, avec, une validation sur 50 000 points de données et en prenant le MSE, classique, comme critère de minimisation. Et j'ai un modèle qui marche bien, selon les métriques. Donc j'ai un R carré de 99,5% et en entraînement, sur les données d'entraînement, mais aussi sur les données de validation. Donc on aurait envie de dire: «Ah bah oui, mon modèle, il a bien appris, mon modèle d'IA a bien appris le modèle numérique». Et bah, si on applique les perturbations, on se rend compte que pas du tout. Malgré qu'on ait une sorte d'accuracy qui soit très bonne, on se rend compte que ce phénomène de perturbation sur les valeurs extrêmes, bah, le modèle d'IA n'a pas réussi à le capter. Donc, si ce qui nous intéresse, ça va être des valeurs moyennes ou alors certains quantiles, on peut utiliser ce modèle d'IA-là. Si on veut l'utiliser pour une étude d'événements rares, à ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions. En disant: «Ah bah oui, bah là, je retrouve pas la même chose». Donc, petite conclusion partielle, heu, ce qu'on a proposé, c'est une méthode de perturbation qui est générique et qui est aussi ancrée dans la théorie. Donc il y a énormément de choses que je vous ai passées sous silence, mais il y a pas mal de théorèmes dans le papier, hein. C'est une méthode qui est à la jonction de la quantification d'incertitude, de l'analyse de sensibilité et de l'XAI, qui permet la mise en évidence de différences de comportement, en fait, pour la métamodélisation entre le modèle initial et le métamodèle qui vise à remplacer ce modèle-là. Ça permet aussi de prévenir le changement et de prendre en compte l'expertise métier et ça permet d'aller un peu plus loin que des métriques de validation usuelles, avec des métriques un peu plus qualitatives ici, pour pouvoir valider un modèle d'IA considéré comme boîte noire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc ce qui a pris, le plus de temps pendant ma thèse, qui est la quantification d'influence en situation d'entrée dépendante. Et la grande question qu'on va se poser, c'est quelles sont les entrées les plus influentes ou importantes pour une certaine quantité d'intérêt qui va être reliée à un modèle boîte noire? Voilà, on va chercher à mesurer, en fait, l'influence d'une entrée ou d'un groupe d'entrées sur une quantité qui est reliée à la sortie. Par quantité d'intérêt, je vais appeler ça des QOI, ça peut être plein de choses. Ça peut être un indicateur de performance,
on va avoir un modèle d'IA qui va nous permettre de calculer un chiffre, hein, un indicateur de performance. Ça peut être la variance du modèle d'IA, ça peut être ou alors même une prédiction même. Une prédiction vraiment en mode local. C'est ça une quantité d'intérêt. C'est quelque chose d'assez générique en fait dans l'idée. Et qu'est-ce que j'entends par influence? C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de décomposer cette quantité d'intérêt pour essayer d'attribuer une part, certaine part, à chaque entrée ou ensemble d'entrées et de pouvoir dire: «Bah, ouais, si j'arrive à décomposer ma quantité d'intérêt, bah, je peux associer une part à chaque entrée, en fait». Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Parce que déjà, ça permet de vérifier et de valider la cohérence d'un modèle avec l'attendu pratique. On se rend compte qu'un modèle considère comme importante une variable qui n'a pas à être importante. Ça nous permet de s'en rendre compte. Ça nous permet aussi de faire, de la sélection d'entrées, sélection de features, hein, avec des arguments un peu plus tangibles, en se reposant sur, un argumentaire un peu plus global, en fait. Ça permet également de s'assurer de la non-utilisation d'entrées protégées et sensibles. Si jamais on arrive à montrer qu'une variable sensible n'est pas utilisée par le modèle, bah, c'est gagné. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, mais sans forcément savoir qu'est-ce qu'est la boîte noire, sans rentrer dedans. Hem, autre chose qui est très intéressant aussi, en milieu industriel, mais je crois aussi dans le milieu financier, bancaire et assurantiel, c'est de prioriser en fait l'acquisition de certaines données pertinentes. Si on se rend compte qu'il y a une entrée qui est très importante, eh ben, on va pouvoir allouer du budget en disant: «Bah, cette entrée-là, elle est vraiment cruciale, donc on a besoin qu'elle soit d'une bonne qualité, on va essayer de la tracer dans notre, pipeline data», par exemple, interne. Et ça permet aussi, d'aider au design d'IA, de se rendre compte de bugs ou alors de dégénérescence, si jamais on a un modèle qui s'est perdu sur un minima local, par exemple, un peu bizarre. Alors, dans la littérature, en analyse de sensibilité, ce qu'on va appeler l'importance, c'est la décomposition de la variance. Parce que la variance, en fait, ça s'interprète comme étant la quantité d'incertitude. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de mesurer. Quand je vais parler d'importance, je vais vraiment parler de décomposition de la variance du modèle boîte noire. D'accord? Et ça passe historiquement par une on sait le faire. Donc la réponse, en fait, on sait y répondre en analyse de sensibilité. Et on passe par une décomposition du modèle lui-même, qui s'appelle la décomposition d'Oefding ou la FANOVA, pour Functional Analysis of Variance. Et qui ont donné, alors je vous sors le nom, mais peut-être que vous connaissez, des indices qui s'appellent des indices de Sobol. Ils sont très utilisés en industrie. Mais alors on sait le faire, la question elle est répondue, dans un cas très précis, qui est le cas où les entrées sont mutuellement indépendantes. Si jamais les entrées ne sont pas mutuellement indépendantes, ce qui représente 99,9% des cas réels, à ce moment-là, bah, la théorie, c'est un peu un flou. On ne sait pas trop comment faire. Mais en XAI, il y a énormément de méthodes qui cherchent à décomposer une prédiction. Et en fait, ça va reposer sur une analogie avec la théorie des jeux coopératifs. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que cette analogie-là ne nécessite pas que les entrées soient mutuellement indépendantes. Et du coup, en 2014, donc il y a Art Owen qui a eu c'est une idée merveilleuse qui était d'essayer d'utiliser la théorie des jeux coopératifs pour la quantification de l'importance, essayer de décomposer une variance avec des entrées qui sont dépendantes. Et on va passer à la théorie des jeux coopératifs. Donc je vais vous présenter la théorie des jeux coopératifs de manière un peu, comment dire? Originale, comme je l'ai comprise, avec un point de vue très mathématicien appliqué et vraiment avec les mains. Donc si on veut comprendre la théorie des jeux coopératifs, c'est pas plus compliqué qu'un partage de gâteau. Et alors, pour ce partage de gâteau, on a besoin de 2 ingrédients. Le premier, ça va être un ensemble de joueurs que je vais noter D, grand D, et je vais avoir petit d joueurs. Et à partir de cet ensemble de joueurs, je vais m'intéresser à toutes les coalitions de joueurs possibles. Quand je parle de coalition, ça veut dire tous les sous-ensembles de dés. Si j'ai 3 joueurs, par exemple, les coalitions, j'aurai le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3. J'ai 3 coalitions distinctes. Puis la coalition du joueur 1 avec le joueur 2, du joueur 2 avec le joueur 3, du joueur 1 avec le joueur 3. Et puis la grande coalition des 3 joueurs 1, 2 et 3 ensemble. Donc pour petit d joueur, j'ai 2 à la puissance d coalition, en fait. Et le deuxième ingrédient, ça va être une fonction de valeur que je vais noter V, que je vais choisir
C'est un choix que je fais au tout départ, qui va associer à chaque coalition une certaine quantité produite, une certaine valeur. Et le gâteau qu'on va essayer de partager, ça va être la quantité qui va être produite par tous les joueurs ensemble. OK? Donc V2D, ça va être ce gâteau-là. Et la grande question en théorie des jeux coopératifs, c'est comment est-ce que je peux redistribuer le gâteau V2D auprès des petits dés joueurs? Chacun va avoir une part. Et la réponse, c'est en utilisant une règle d'allocation. Et une règle d'allocation, c'est très simple, c'est simplement description d'un processus de partage de ce gâteau. Et dans notre cas, pour la variance, elles doivent respecter la propriété suivante, qu'on peut vulgariser comme ça, c'est qu'on doit partager l'entièreté du gâteau et seulement le gâteau. Techniquement, c'est des axiomes qui s'appellent l'efficacité et la positivité, mais en gros, à la fin du partage, il ne doit pas me rester de gâteau et je ne peux pas, faire des crédits de gâteau, donc avoir des allocations qui vont être négatives, en fait, dans l'idée. Et du coup, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour, construire une règle d'allocation? Et alors, il y a une manière de faire qui est assez particulière, qui est très générale et qui regroupe énormément d'allocations, qui s'appelle les dividendes d'Arsani. C'est vieux, hein, ça date des années 60, qui, à partir de la fonction de valeur, va l'agréger d'une certaine manière pour créer ce qui s'appelle des dividendes. Et ces dividendes-là, c'est une manière totalement mécanique de découper le gâteau en fonction de coalitions. Pas en fonction des joueurs, mais en fonction des coalitions. Donc ça peut s'interpréter comme un surplus, vraiment comme un dividende, qui va être redistribué à chaque coalition de joueurs. Ici, si ce diagramme c'est mon gâteau en entier, je vais donner une part à chacune des coalitions possibles entre les joueurs là. Et on en arrive aux valeurs de Shapley. Et les valeurs de Shapley, en fait, c'est tout simplement, donc c'est de manière totalement équivalente de ce que vous allez retrouver dans la littérature de les caractériser, une répartition égalitaire de ces dividendes-là. C'est très simple et c'est très intuitif. Donc le dividende ici, là, cette partie-là, qui était due au joueur 1 et au joueur 2, ce que je vais faire, c'est tout simplement la couper en deux, donner la moitié au joueur 1 et donner l'autre moitié au joueur 2. Et le dividende qui était dû aux 3 joueurs, ben, je vais la couper en 3 et donner un tiers à chacun. Et cette logique-là, en fait, c'est tout simplement ce qui se cache derrière les valeurs de Shapley, sans utiliser d'axiomes un peu compliqués, voilà, c'est tout simplement ça. Et Owen, en fait, ce qu'il a fait, il a proposé d'utiliser ce partage-là pour décomposer la variance de G de X, où les entrées sont dépendantes. Et il a proposé d'utiliser comme fonction de valeur, donc le choix de fonction de valeur, qui va être une variance d'espérance conditionnelle. D'accord? Et ce qui fait que mon gâteau, automatiquement, ça va devenir la variance de G de X. Donc de manière complètement automatique, je vais décomposer la variance de G de X, qui représente la quantité totale d'incertitude du modèle. Et ces indices-là, ces valeurs de Shapley pour ce jeu-là en particulier, pour ce choix de fonction de valeur, c'est ce qu'on appelle les effets de Shapley. Petit parallèle avec l'XAI, SHAP, c'est tout simplement un autre choix de fonction de valeur, où ça va être une espérance conditionnelle, mais pas une variance d'espérance conditionnelle. Et le gâteau, dans ce cas-là, ça va devenir une prédiction ponctuelle à un petit X observé. Voilà, aussi simple que ça, mais la logique, ça reste exactement la même. Mais alors on s'est rendu compte que les effets de Shapley présentaient un petit défaut. C'est qu'elles ne permettaient pas, en situation de corrélation entre les variables, de dépendance entre les variables, de détecter des variables qui étaient exogènes. Et ici, à droite, on a un exemple qui est très simple, hein, où mon modèle boîte noire, qui est pas du tout boîte noire, parce qu'il est pas du tout compliqué, c'est x1 plus x2, mais je vais considérer 3 entrées, avec x3 qui va être corrélé à x1. Donc j'ai une entrée qui est pas dans le modèle, mais qui va être corrélée à une entrée qui est dans le modèle. Où voilà, x est un vecteur gaussien standard. Dans ce cas-là, on peut calculer de manière analytique ces valeurs de Shapley et on se rend compte qu'on va donner de l'importance à x3 malgré le fait qu'il ne soit pas dans le modèle. Ça nous embête un peu. Ça ne nous permet pas de faire de la sélection de variables, par exemple. Et du coup, pour pallier à ça, donc on a travaillé avec Margot Hérin, que j'ai eu la chance d'encadrer pendant son stage de fin d'études, qui est maintenant en thèse au Lipsis, de travailler sur un autre partage des dividendes. Et cette fois-ci, au lieu de le partager de manière égalitaire, on les a partagés de manière proportionnelle. Et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé les effets proportionnels marginaux, ou les PME. Et on a réussi à montrer, donc théoriquement, que si jamais cet indice-là était égal à 0 pour une entrée, c'était équivalent
au fait que la variable n'était pas dans le modèle. Donc ça nous permet vraiment de détecter ces variables exogènes, tout en ayant aussi une quantification d'importance. Et au-delà de ça, il y a des différences de comportement entre les valeurs de Shapley et les effets proportionnels marginaux, que je vais vous illustrer sous, une autre illustration. Donc là, c'était, on a étudié en fait un filtre optique. Donc il faut penser un filtre optique, c'est un petit tube. À l'intérieur de ce petit tube-là, il va y avoir différentes couches. En l'occurrence, dans celui-là, il y en a 13. Et l'idée, c'est qu'on va faire passer de la lumière d'un bout du filtre, et à l'intérieur de ce filtre-là, la lumière, elle va s'éparpiller, puis elle va se regrouper et ressortir à l'autre bout du filtre. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'erreur de transmission globale du filtre. Donc en gros, on regarde la quantité de lumière en entrée, la quantité de lumière en sortie, on fait la différence des deux, et on aimerait que ce soit proche de zéro, qu'on perde pas de lumière à l'intérieur de ce filtre-là. Et mes entrées, ça va être des perturbations, des erreurs, des défauts de fabrication qui sont très corrélés entre les différentes couches. Et on a une contrainte supplémentaire, c'est que là, j'ai pas du tout accès à un modèle, j'ai seulement accès à un échantillon, un dataset d'entrée-sortie de taille 1000. Mais même dans ce cas-là, on peut se débrouiller pour estimer les effets de Shapley et les PME via une approche, alors Reski, tu m'as dit que c'était model free, donc sans rien du tout, simplement un dataset, une approche plus proche voisin, qui d'ailleurs, on a fait une implémentation qui est parallélisée dans le package R Sensitivity, si jamais ça vous intéresse. Et voici les résultats. Donc à gauche, on a les effets de Shapley et à droite, on a les PME. Et alors, on les a calculés sur exactement la même base, hein. Mais on se rend compte qu'on a d'énormes différences sur la quantification d'importance. Ici, l'importance, elle varie entre 11% de la variance et à peu près 6%, alors que là, ça va de 2% à presque 23%. Donc on a vraiment deux quantifications d'importance qui nous disent deux choses différentes. Et alors, on s'est amusé encore dans une optique de métamodélisation en essayant de remplacer le dataset par un métamodèle qui nous permettrait d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. En particulier, là, on a utilisé un processus gaussien pour remplacer le modèle numérique. Donc, en termes de performance avec toutes les features, si je les prends toutes les entrées, j'ai un Q carré, donc Q carré, c'est R carré en leave one out, hein, de 99,48%. Donc, ouais, super modèle, quoi. Il marche vraiment très bien. Et on se donne un processus de sélection de variables. Et pour cette sélection de variables, en fait, on va se donner des seuils d'importance. C'est parce que c'est quelque chose qui est assez interprétable, en fait, donner un seuil d'importance. Ça peut être décidé comme étant un critère de certification, par exemple. Et pour les effets de Shapley, pour 2,5% d'importance, ben on retire aucune variable, alors que pour les PME, on en retire 2, mais on garde un Q carré qui est encore de l'ordre de 99%. Et on peut aller encore plus loin dans l'importance, où pour 5% d'importance, les effets de Shapley, on retire toujours aucune variable. Pour les PME, on retire plus de la moitié et on se retrouve encore avec un Q carré qui est bien. Donc en gros, dans l'idée, ce que ça nous permet de savoir, ça nous rassure sur le fait que cette quantification d'importance-là, elle a un certain sens. C'est-à-dire que les variables, si on retire les variables, bah, on reste quand même assez prédictif sur notre métamodèle. Donc voilà. Mais maintenant, on a un petit problème. Donc là, alors cette partie-là, je vais vous emmener vraiment à la pointe de ce qu'on a fait en théorie. Ça va être très méthodologique, j'aurai pas beaucoup d'exemples, mais je vais essayer de vous donner l'intuition. On a un petit problème, c'est que maintenant là, j'ai deux manières de quantifier l'importance, qui reposent sur exactement les mêmes préceptes. Tout ce que j'ai changé, c'est l'agrégation que je fais de mes dividendes. Mais on est en droit de se poser laquelle est la bonne. Parce que si je peux en faire deux, je peux en faire trois, puis quatre, puis 10, puis 1000. Et puis comment est-ce que je vais aller justifier à mon autorité de sûreté ou mon autorité de contrôle? Bah oui, je l'utilise comme... Enfin, j'utilise celle-là pour cette raison-là. Là, j'ai aucun moyen de les comparer, en fait, dans l'idée. Et alors, on peut revenir un peu dans le processus pour les construire. C'est qu'au tout départ, on a choisi une fonction de valeur V qui nous a donné des dividendes, automatiquement, mécaniquement. Et après, les allocations, c'est tout simplement une agrégation de ces dividendes, soit égalitaire, soit proportionnelle, soit autre chose, selon certaines règles. D'ailleurs, les axiomes, en théorie des jeux coopératifs, ils permettent de régir simplement l'agrégation, hein, pas le mécanisme qui est avant. Le mécanisme qui est avant, il est complètement indépendant. Et du coup, la question, en fait, c'est comment est-ce que je peux trouver la bonne fonction de valeur V?
Et pour trouver la bonne fonction de valeur V, en fait, on s'est rendu compte que ça revenait à devoir généraliser la décomposition d'Oefding, celle qu'on utilise en analyse de sensibilité depuis longtemps, mais pour des entrées qui ne sont pas mutuellement indépendantes. Et c'est pas une question qui sort de nulle part. Il y a énormément de monde, je crois qu'il y a 3 thèses dont je connais l'existence, au moins, qui se sont intéressées à cette question-là. Mais personne n'a pu apporter de réponse définitive et surtout suffisamment générale. On avait réussi à montrer que cette décomposition fonctionnait dans certains cas assez restrictifs en disant ah ouais si les entrées sont gaussiennes ou dans des cas très pratiques mais pas vraiment de manière générale. Jusqu'à il y a quelques mois où ce qu'on a réussi à faire c'est de montrer que cette décomposition en fait elle reste vraie pour n'importe quel type d'entrée. Donc ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être des séries temporelles, un dataset ou alors des lois de probabilité. Pour n'importe quel modèle boîte noire qui va être à sortie réelle, donc la seule contrainte que j'ai sur le modèle boîte noire, c'est que sa variance doit être inférieure à plus l'infini. C'est tout, rien d'autre. Ça peut ne même pas être dérivable, par exemple. Et sous 2 hypothèses qui sont très peu restrictives sur la structure, sur la distribution des entrées, qui sont que les entrées ne doivent pas être fonctions les unes des autres. Donc je peux pas avoir x1 et x1 au carré comme étant 2 features, distinctes, dans mon dataset et la dépendance stochastique entre les entrées ne doit pas être parfaite. Donc typiquement, je peux pas avoir une corrélation qui est égale à 1. Donc, ça me laisse énormément d'autres possibilités de dépendance, en fait, de structure de dépendance. Et ça nous a permis d'avoir une décomposition en particulier donc du modèle, mais aussi de la variance, qui est naturelle et intuitive avec des garanties théoriques, en fait, qui généralise les outils qui sont déjà utilisés en analyse de sensibilité globale pour l'étude des modèles numériques. Vraiment, ça généralise les méthodes qui ont fait leurs preuves, en fait, et qui est aussi viable pour des problématiques d'apprentissage automatique parce que ça reste très général, en fait, dans l'idée. J'ai vraiment très peu de restrictions. Et ça permet aussi de séparer, alors quelque chose qui a été longtemps un débat en analyse de sensibilité, mais des effets qui sont dus à la dépendance stochastique, d'effets d'interaction qui sont, par le caractère multivarié du modèle en fait, que le modèle mette en interaction plusieurs variables. Typiquement avoir x1 fois x2 à l'intérieur du modèle et de séparer la dépendance de cette interaction-là. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas encore les estimer. Donc ce résultat-là, il est très, très récent. On va travailler dessus, hein, d'ailleurs, c'est prévu, mais on ne sait pas encore les estimer. Donc vraiment à la pointe, hein, de ce qui se fait au niveau de la recherche. Et du coup, c'est un candidat prometteur d'outils pertinents pour quantifier l'importance et qui permettrait de résoudre ce problème-là. Alors, quelques messages pour finir. En résumé, pour démocratiser l'utilisation du machine learning ou du deep learning pour des systèmes critiques, il faut développer des outils pertinents de validation pour justifier la prise de décision, qui ne reposent pas uniquement sur un caractère empirique, mais aussi théorique. Donc là, la théorie et la pratique doivent être ensemble, en fait. Ces outils doivent s'inscrire dans la théorie parce que la pratique n'est pas suffisante, et inversement, il faut que les outils marchent bien aussi. Parce que s'ils étaient théoriquement viables, mais qu'ils marchaient pas, alors à ce moment-là, ça pose problème. Et pour finir, pour la quantification question de la quantification d'importance, donc les approches théorie des jeux, elles peuvent être critiquables, en fait. Dans le fond, des raccourcis qui sont faits, qui sont discutables, mais ça offre quand même une réelle solution pratique aujourd'hui avec des solutions clés en main, des packages qui sont déjà développés et qui permettent au moins d'avoir une idée de l'importance. Et la généralisation de l'ANOVA fonctionnelle, celle de la fin, elle permet de proposer des outils qui vont être vraiment candidats à la pertinence. On pense que ça risque de vraiment convaincre les autorités de contrôle et de sûreté. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore les calculer, mais ça viendra assez rapidement. Donc voilà, je vous ai mis quelques références. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre et vous pouvez noter mon site internet, je mettrai les slides dessus et pour les plus curieux, il y a accès à tous les papiers qu'on a publiés ou pas encore. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Marwan pour cette excellente présentation, très claire. Oui, je voulais peut-être laisser la parole aux participants pour des questions. Peut-être, bon, on a abordé pas mal de sujets hein, sur la robustesse, l'interprétabilité, les liens entre les deux. Enfin, effectivement, tu parlais de plusieurs ingrédients comme la fonction valeur, la règle d'allocation, etc.,
qui effectivement sont clés et les cas particuliers, finalement, les méthodologies qu'on connaît sont des cas particuliers de ce que tu as proposé. Moi, j'avais peut-être une question sur à la fin. Tu dis quelle est la meilleure fonction-valeur en situation de dépendance. Tu parlais de mais pour décomposer la variance avec des interactions, enfin de la dépendance entre les entrées. Mais est-ce que tu penses à d'autres fonctions-valeurs que la variance dans ce cas-là? Par exemple, bah, celle que tu as mentionnée qui correspond au Shape Value, ou Shapley Value. Alors, OK, je vais répondre à ta question en 2 temps. Heu, Celle qui est alors la fonction de valeur, j ça va c'est en fait, c'est assez bizarre comme manière de réfléchir parce que ces histoires de décomposition-là, il y a un aspect très algébrique derrière que je vous ai complètement passé sous silence, mais qui fait qu'il y a des mécanismes qui permettent de décomposer assez facilement. Pour te donner un peu l'intuition, heu, que ce soit pour Chape ou que ce soit pour, la variance de l'espérance conditionnelle, en fait, cette fonction de valeur-là, elle va en prenant une variance d'espérance conditionnelle, elle n'a de sens en termes de décomposition du modèle, si et seulement si les variables sont mutuellement indépendantes. Mais si je commence par choisir la fonction de valeur, ça me permet quand même de décomposer la variance. C'est simplement que, in fine, les indices que j'aurai là, ça sera une agrégation de dividendes, mais ces dividendes-là, en fait, je ne saurais pas théoriquement t'expliquer ce que ça quantifie. C'est des choses qui sont pas connues. Et donc du coup, généraliser la décomposition d'Oevding, peut-être que je pars un peu trop loin, hein. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de mettre le doigt en disant: «Bon, bah, si les variables sont mutuellement indépendantes», c'est en passant par un mécanisme d'espérance conditionnelle, mais si les variables sont dépendantes, en fait, il se passe un truc assez bizarre et il faut pas prendre une espérance conditionnelle, il faut prendre ça va être une projection et ça va être en particulier une projection oblique. Et tout ça, ça vient du fait je peux peut-être vous montrer sans le commenter trop, un petit schéma qu'on avait fait. Donc c'est très mathématique, hein, mais dans l'idée, la dépendance, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un angle qui va apparaître entre 2 sous-espaces infinidimensionnels qui sont des espaces de Hilbert, mais je rentre pas dans les détails. Et ce qui fait que cet angle-là, il va faire que quand on prend une projection orthogonale, là c'est celle qui est en bleu, bah, en fait, on tape pas sur la décomposition, on tape à côté. Et et du coup, quand on prend une projection qui va être parallèle à un autre axe, c'est des projections obliques, à ce moment-là, on retrouve notre décomposition là. Et du coup, ce résultat-là, il nous a vraiment permis de mettre le doigt dessus en disant: «Ah bah ouais, en fait, la décomposition, elle a de sens que dans ce cas-là». Et quand je prends une espérance conditionnelle, alors que c'est, dépendant, je me trompe et on peut même le quantifier, je me trompe de cette longueur. Donc sans trop rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui sont assez techniques. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais, super. Merci Marwan. Ernesto, tu aurais d'autres questions? Oui, désolé, j'avais le micro allumé, mais oui, j'ai quelques questions. Je préparais quelques questions. Marwan, par exemple, comment évaluer la interprétabilité d'un modèle produit avec un jeu de données lorsqu'il y a des biais et des sélections et des déséquilibres? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup Ernesto. Donc, alors au niveau des biais de sélection, en fait, on va pouvoir, par exemple, en utilisant les méthodes de robustesse, on va pouvoir s'en rendre compte qu'un modèle, a été entraîné que sur une partie des données. Donc ici, par exemple, je peux même carrément reprendre l'exemple, avec mon coefficient de rugosité. Là, en fait, on sait très bien pourquoi le modèle, il a pas montré exactement la même chose. C'est parce que je l'ai entraîné sur des données qui étaient pas perturbées, donc sur une plage restreinte. Donc en gros, ce que je suis en train comment dire? De quantifier en faisant cette perturbation-là, c'est vraiment est-ce que le modèle a réussi à généraliser, à extrapoler au-delà des données que je lui ai données de base qui étaient restreintes, donc qui sont soumises à un certain biais, tu vois, de sélection, ce comportement très spécifique de l'augmentation du maximum du niveau de l'eau.
Et ben là, on s'est rendu compte que non. Tu vois? Donc ça permet, au-delà de valider l'interprétabilité, c'est plutôt l'autre démarche. Ça permet de se rendre compte que, bah, en particulier dans cet exemple-là, on va avoir, ce problème-ci parce que notre base de données initiale sur laquelle le modèle a été entraîné, bah, était pas représentatif de ce qui se retrouve après avec la perturbation, en fait. Oui, merci. Ma deuxième question, c'est quelles considérations éthiques se posent lors de l'intégration de la théorie des jeux coopératifs dans le pipeline d'interprétabilité des modèles de machine learning, en particulier dans le domaine des systèmes critiques comme la finance? Oh, très bonne question encore. Donc au niveau éthique, alors je vais parler plutôt d'éthique algorithmique parce que alors de Jean-Michel Loubès qui est mon encadrant, mon directeur de thèse, travaille énormément sur les questions d'équité et d'éthique algorithmique et du coup, c'est vraiment une question j'en ai beaucoup entendu parler même si dans ma thèse on n'en parlait pas exactement. Hem, mais du coup, en fait, on peut montrer qu'une quantification d'importance, d'ailleurs ça a été le travail d'un de mes collègues thésards qui s'appelle Clément Bénesse. Si jamais ça vous intéresse, il a réussi à montrer que quantifier l'importance, ça permettait de répondre à énormément de questions éthiques qu'on se pose, au niveau de la fairness, algorithmique. Et du coup, la question de utiliser la théorie des jeux et choisir une fonction de valeur, par exemple, qui nous donne in fine, de manière complètement mécanique, différentes manières de quantifier l'importance, ça peut poser un problème parce que, admettons qu'ici, I1, ce soit une variable protégée. Là, je me rends compte qu'elle est à 2 et je me mets un threshold en disant: «Bah, j'accepte mon modèle, je dis que mon modèle est éthique parce que, I1 est en dessous de 2. Mais si j'utilisais les effets de Chapelet, bah là, ce serait 6. Donc du coup, se rendre compte qu'une variable protégée n'est pas utilisée par le modèle ou n'est pas importante pour ce modèle-là, ben ça revient à se poser la question de comment vraiment quantifier l'importance. Et c'est vraiment, enfin, du coup, c'est pour ça que la théorie des jeux coopératifs ne répond pas vraiment formellement, mathématiquement, avec des garanties théoriques, avec une compréhension ensuite derrière, une intuition et des théorèmes en fait en soi, des résultats méthodaux à cette question-là. Donc on peut se tromper, en fait, dire qu'un algorithme est fair alors qu'il ne l'est pas, parce que c'est assujetti à des choix, en fait, à des choix que le modélisateur, va faire. Et le but, c'est de ne pas avoir de choix en disant: Mm. «Bah, en fait, il y a qu'une manière de faire et c'est celle-là, quoi». Oui, merci beaucoup. Bon, alors, il me reste deux autres questions. Par exemple, pour étudier la robustesse des modèles, remplacer les perturbations anthropiques par la distance de Wasserstein paraît plus séduisant d'un point de vue théorique, en particulier lorsqu'il y a des dépendances entre les features. As-tu comparé ces deux approches de perturbation sur des cas d'usage pratique et comment? Alors, directement non, parce que le but est pas le même. En fait, le résultat n'est pas le même. Il se trouve Mm. que quand on utilise la divergence de Kullback-Leibler et des, contraintes du type moment généralisé, in fine, ce qui se passe, c'est qu'on revient à repondérer le dataset. On perturbe pas, c'est-à-dire qu'on va pas, dire: «Bon, bah, par exemple, une observation initiale était à 31, et ben je vais la perturber et maintenant elle est égale à 35». En fait, tout ce que je vais faire, c'est lui donner un poids un peu moindre, en disant au lieu qu'elle ait une probabilité, bah, de 1 sur n avec n la taille de l'échantillon, Mm. ça va être autre chose. Et donc du coup, ça permet pas vraiment de produire de nouvelles observations perturbées. Alors qu'en utilisant la distance de Wasserstein et c'était le but en fait, d'utiliser le transport Mm. optimal où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transporte un échantillon vers un autre échantillon qui est perturbé. Mais c'est vraiment on le bouge quoi, on perturbe au vrai sens du terme. Et et aussi, ouais, donc c'est des très bonnes remarques au niveau de la structure de dépendance. En utilisant, d'un point de vue multivarié, hein, la divergence de Kullback-Leibler, si on s'amuse à modifier, par exemple, la moyenne d'une feature
eh ben, on va se retrouver avec la covariance, en fait, ou la corrélation, la matrice de variance-covariance, qui va elle aussi être modifiée. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, parce que du coup, maintenant, la perturbation, elle vient d'où? Elle vient du fait que j'ai perturbé ma moyenne, ou elle vient du fait que j'ai perturbé ma dépendance? Et nous, on voulait vraiment séparer ces deux cas différents. Donc, le but n'est pas le même, mais et du coup, c'est un peu compliqué de les mettre en exergue. Mais le truc qui est assez marrant, c'est que le formalisme est le même. Ça vient de la même classe de problèmes d'optimisation, en fait. Merci. Et oui, ma dernière question, dans la présentation, tu as calculé les Shapley values et les PME uniquement sur la base d'enfants sortis du modèle par l'approche basée sur les plus proches voisins. Est-ce que Mm. cette approche modèle free marche bien s'il y a plus de variables et comment procéder dans ces cas-là? Alors, cette approche, comment dire? Théoriquement, en fait, donc c'est dans ce papier, c'est un travail de Baptiste Breteau, qui est alors c'est très, très technique. En fait, on a des preuves de convergence avec des vitesses de convergence, tu vois? Donc au moins, on sait qu'on a un estimateur qui va pas partir dans les choux quand la taille de l'échantillon tend vers plus l'infini. Maintenant, d'un point de vue algorithmique, je l'ai complètement passé sous silence, mais l'estimation des effets de Shapley et des PME, en fait, pour pouvoir les estimer, il faut pouvoir estimer la fonction de valeur pour toutes les coalitions possibles. Donc, Mhm. si j'ai des features, il va falloir que j'estime 2 à la puissance des quantités. Oui, Et donc, c'est un problème qui est intrinsèquement exponentiel. Donc, pour 20 features, si ça me ça prend un explose. certain temps, pour 21 features, ça va me prendre beaucoup, beaucoup plus Oui, de temps. C'est vraiment pas linéaire, quoi. Donc, c'est le gros problème, en fait, avec l'estimation de ces indices-là. Mais par contre, c'est une implémentation qui est embarrassingly parallèle. Donc, il peut y avoir une solution en jetant plus de cœur de calcul au problème. Et justement, l'implémentation qu'on a fait dans Sensitivity, elle est parallélisée. Donc, ça prend un peu plus de RAM, mais du coup, ça prend un peu moins de temps parce qu'on peut lancer les calculs en parallèle sur différents cœurs. Maintenant, pour l'approche plus proche voisin, ça va être du type de convergence de estimateurs non paramétriques. Donc, c'est des choses qui sont connues pour pas être très stables, en fait, dans l'idée. Ça va beaucoup dépendre des données, ça va beaucoup dépendre de la tête des entrées aussi. Et en particulier, il y a un hyperparamètre hein, qui est juste simplement le nombre de voisins qu'on prend, qui peut changer l'estimation qui peut carrément changer l'estimation qu'on aura in fine. Donc c'est quelque chose qui est assez sensible en fait. Alors on a quelques règles du pouce, hein, quelques heuristiques pour essayer de trouver le bon nombre de voisins en fonction des cas, mais ça reste très, comment dire, ça reste très cuisine pour mhm. l'instant, dans l'idée. Mais voilà, donc il y a un problème de temps de calcul qui est pas tellement dû au plus proche Oui. voisin et il y a un problème de stabilité un peu, il faut faire un peu attention quoi. C'est vraiment un estimateur un peu sensible. Merci, mais je vous propose qu'on Merci. s'arrête sur ce propos qui conclut l'ensemble. Ben, merci à tous pour votre participation. Un grand merci Marwan pour ce retour. Avec plaisir. C'est très très intéressant. Et merci à tous et je vous souhaite une excellente après-midi.